Bonjour, je vois que la réunion va pouvoir commencer. Vous êtes très nombreux à être inscrits. Je vous remercie d'abord de votre présence. On va tâcher de répondre à nombre de vos questions que nous connaissons en cette période assez exceptionnelle. Je demanderai juste, puisqu'on a pu voir en amont de la réunion, de cette préparation, si certains ont plusieurs comptes d'ouverts sur la réunion, s'ils pouvaient n'en garder qu'un, puisque sinon ça risque d'empêcher à d'autres personnes inscrites de venir dans la salle. Alors, sur cette réunion, hein, vous pourrez poser des questions. Nous reprendrons bien évidemment certaines questions récurrentes au cours de cette réunion. Donc on va débuter tout de suite. Je rappelle d'abord je me présente pour ceux qui peut-être me verraient là pour la première fois dans ces conditions en tout cas. Donc je suis Monsieur Tamizier, le responsable du service juridique du CNEA et depuis une quinzaine de jours, hein, nous sommes pleinement mobilisés pour tâcher de vous répondre au mieux en temps et en heure face à toutes les problématiques que vous pouvez rencontrer bien évidemment en cette période. Et on avait prévu plusieurs webinaires comme ça, et on a ensuite changé et fait ces deux séances, une pour cet après-midi, une pour demain, pour essayer de répondre au plus grand nombre. Je rappelle également, avant de débuter, que nous tâchons de publier à chaque fois, à chaque nouveauté, sur notre site internet. Vous avez nombre de documentations, nous les mettons à jour le plus régulièrement possible. Nous sommes en ce moment même, hein, d'ailleurs, dans d'autres services du CNEA qui sont en télétravail comme moi, en train d'actualiser du fait des dernières ordonnances et décrets qui ont pu paraître depuis hier. Alors, pour commencer, on va aller directement à la question, bien évidemment, de l'activité partielle, puisque depuis maintenant une dizaine de jours, vous êtes très nombreux à faire des demandes d'activité partielle du fait soit d'une réduction, soit d'une suppression d'activité. Alors, l'activité partielle, c'est bien la possibilité pour un employeur, en cas de circonstances exceptionnelles, soit de cesser, soit de réduire son activité, et donc de manière temporaire, dans le but d'éviter des procédures de licenciement. On est dans une situation exceptionnelle où vous êtes très nombreux à faire cette demande. Donc, tout d'abord, il y a plusieurs situations possibles. Il y a la situation de la fermeture administrative qui peut exister pour certains d'entre vous. Il peut exister également l'absence massive de salariés qui ne peuvent soit pas se rendre à leur domicile, à leur travail, pardon, parce que par exemple ils doivent garder leur enfant, ou alors parce qu'il n'y a plus de transport. Il y a également tout simplement la réduction d'activité qui peut exister. Donc, on va essayer de voir tout ça. Alors, en premier point également à rappeler, toutes les associations sont bien, sur le principe, éligibles à l'activité partielle. On a eu pas mal de fois cette question, est-ce que moi, association, j'y ai droit? La réponse est oui. Le terme entreprise, lorsque l'on parle d'entreprise, doit s'entendre au sens le plus large et donc regroupe autant les sociétés commerciales que les associations. Donc, vous avez bien possibilité de mettre en place l'activité partielle. Sur la procédure, vous avez, je pense, tous maintenant trouvé le lien, mais nous savons qu'il y a des bugs informatiques et que concernant cette procédure, elle est compliquée. Là-dessus, le gouvernement a passé par ordonnance et décret modificatif. Vous avez un mois pour faire la déclaration d'activité partielle. Donc, ne paniquez pas encore si vous n'avez pas pu avoir notamment vos codes ou si vous n'avez pas pu faire votre demande. Vous disposez d'un mois pour faire cette demande suite à la mise de, pardon, à votre fermeture totale ou partielle dans le cadre de l'activité partielle. Surtout également, et on vous prépare là en ce moment même un document le plus complet possible pour vous aider à justifier votre recours à l'activité partielle.
Il est important de noter que le simple fait de dire que j'ai une baisse d'activité liée, au Covid-19 sera insuffisant a priori, aux yeux des directs, qui donc refuseraient dans ce cas-là ces dossiers. Votre, motivation sera donc très importante. Il vous faudra apporter les éléments, étayer au maximum votre demande pour, augmenter vos chances évidemment que, que ce point puisse être accepté. Donc, notamment, ce qui est, prévu alors comme je suis en télétravail, hein, je cherche parfois mes documents pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, vous devrez indiquer en motif de recours circonstances exceptionnelles plus coronavirus, mais ensuite donc également les circonstances détaillées et la situation économique à l'origine de la demande. Vous devrez également indiquer votre période prévisible de sous-emploi qui peut s'étendre jusqu'au 30 juin 2020 dès la première demande. Donc là, c'est un travail complexe également à faire pour vous, puisque vous allez devoir déclarer un nombre d'heures chômées, le cas échéant jusqu'au 30 juin 2020, alors même qu'aujourd'hui, nous ne savons pas combien de temps va durer cette période, combien de temps les écoles seront fermées, combien de temps nous serons tous ou quasiment tous confinés à notre domicile. Donc, vous pouvez néanmoins, il faut le savoir, faire plusieurs déclarations et donc faire une déclaration initiale et ensuite l'adapter en fonction de l'évolution de votre activité, en fonction pardon, de l'évolution de l'actualité. Vous devrez indiquer le nombre de salariés concernés et le nombre d'heures donc chômées prévisionnelles. Alors là aussi, c'est important, la question nous est arrivée pas mal de fois. Il n'y a donc pas d'obligation de mettre en activité partielle tous vos salariés. C'est à vous de voir, selon votre activité, quels salariés seront en activité partielle et quels salariés ne le seront pas parce qu'ils conservent toute leur activité. De même, pour un salarié, l'activité partielle ne peut être, pardon pour les termes justement, mais que partielle et non totale. Un salarié à temps plein peut, par exemple, tout à fait être mis en activité partielle que sur 5, 10, 15 ou 20 heures. Ainsi donc, sur sa rémunération, on va voir un peu plus tard pour la rémunération, il aurait les heures travaillées qui lui seront rémunérées intégralement et donc les heures de l'activité partielle qui lui seraient rémunérées via l'indemnisation activité partielle. Donc sur ce point, c'est à vous d'essayer de trouver la meilleure organisation possible, et on sait hein, que c'est très compliqué, la meilleure organisation possible pour voir qui sera en activité partielle, qui ne le sera pas et pour combien d'heures. Sachant donc que sur votre déclaration, ce que vous allez déclarer, c'est surtout un prévisionnel. Et ensuite, il y aura la déclaration où vous déclarez effectivement le nombre d'heures chômées par les salariés. Alors, point ensuite très important justement, dans les premiers discours qui ont pu être tenus, tout le monde a pu croire, légitimement d'ailleurs, que finalement c'était tout le monde qui devait être mis en activité partielle. Il y a eu des précisions par le gouvernement. Une ordonnance est passée hier, un décret, pardon. Pour ce cas-là, c'est un décret qui est passé hier, qui doit être précisé par une nouvelle ordonnance vendredi. Donc, restez bien à jour, en tout cas via notre site, puisque nous préparons aussi toutes ces publications. Euh, En réalité, l'activité partielle doit être vue pour vous comme étant le dernier recours pour assurer votre activité. Ce que l'on vous demande en premier lieu, c'est d'identifier ce qui peut continuer à fonctionner par tout moyen, soit par le télétravail, qui est aujourd'hui la priorité. Tout poste de travail qui peut être exercé en télétravail devra l'être en télétravail. C'est-à-dire que cette personne-là, on ne lui demande plus de se déplacer, il est en télétravail. Également, on va y venir après un peu plus en détail, également la possibilité d'aménager vos locaux de telle sorte que vous puissiez accueillir les salariés en respectant toutes les consignes de sécurité euh, propres à éviter donc la propagation du virus. Donc, nous vous préparons en ce moment un document alors, je vais essayer, vous le verrez, j'essaie de voir comment je suis, voilà, qui était un peu comme ça.
Je vais prendre un exemple devant vous, par exemple, donc pour une association qui gère un accueil collectif de mineurs. Alors, je ne vais pas prendre tous les exemples qu'il y a dans cette fiche parce que ça prendrait beaucoup de temps. Il y a donc un exemple pour un accueil collectif de mineurs, un exemple pour un établissement, une association ou un établissement qui n'est plus autorisé à accueillir du public, ce qui est la majorité de cas parmi vous. Il y a également pour une association qui gère une crèche, pour une association qui n'est pas visée par une fermeture administrative, mais qui de fait voit son activité baisser. Alors, euh, pour cela, donc, concernant par exemple l'accueil collectif de mineurs, il y a deux hypothèses qu'il va falloir pour vous-même voir. Il y a celle qui n'accueille plus aucun enfant, mais il y a aussi celles qui continuent à accueillir des enfants, notamment les enfants, enfin exclusivement d'ailleurs dans ce cas-là, les enfants du personnel de santé. Pour ceux qui n'accueillent plus d'enfants, ça ne suffira pas de dire je ne peux plus accueillir d'enfants, donc je suis en chômage partiel. Il faudra faire une demande d'activité partielle pour les salariés qui sont affectés à l'accueil des enfants, puisque pour eux, a priori, évidemment, le télétravail ne sera pas possible. Mais néanmoins, vous devrez également vérifier pour les autres salariés de la structure, il y a du personnel administratif notamment, peut-être du personnel de service. Il faudra voir si ces personnes-là peuvent toujours avoir de l'activité, être mis pour exercer cette activité en télétravail, ou alors de continuer à venir le faire dans les locaux, mais dans ce cas-là, vous devrez impérativement respecter toutes les mesures de sécurité, donc en faisant respecter les règles de distanciation sociale, en mettant à disposition des salariés des mouchoirs, les gels, des masques si vous pouvez en avoir. On ne va pas ici venir sur le débat. Donc, dans ce cas-là, il faudra clairement que vous justifiez pour tous vos salariés ou une partie seulement que vous ne pouvez pas avoir recours au télétravail, que vous ne pouvez pas prévoir d'activité pour eux. Pour ceux qui continuent à accueillir les enfants du personnel de santé, par exemple, il y a plusieurs hypothèses. Vous pouvez avoir besoin de la totalité de votre personnel, mais avec moins d'heures, parce que, a priori, nous accueillerons moins d'enfants. Il peut y avoir également, dans ce cas-là, donc vous pourrez mettre en place l'activité partielle et en déclarant le nombre d'heures chômées par le salarié. Vous pouvez également n'avoir besoin que d'une partie du personnel pour gérer l'accueil des enfants. Là, il vous reviendra de prendre la décision pour mettre une partie des salariés en activité partielle, l'autre partie éventuellement sera en activité partielle totale. Ça peut être une réduction d'horaire partagée entre salariés. Ce sera à vous, ici aussi, toujours d'arranger, de vous organiser dans la mesure du possible. Oui, il y a aussi l'hypothèse, pourquoi pas, où vous avez toujours besoin au maximum en totalité de l'ensemble de votre personnel. Et dans ce cas-là, bien évidemment, du coup, vous ne ferez pas de demande d'activité partielle, même si l'on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas principal. Euh, Autre cas qui peut arriver, alors attendez, je discute juste, je reviens. Donc, autre cas, c'est pour les structures qui gèrent un établissement qui ne peut plus accueillir du public. Dans ce cas-là, c'est le cas par exemple de beaucoup d'écoles de musique ou d'activités de type MJC. Donc, dans ce cas-là, on va vérifier, est-ce que le salarié occupe un poste qui était directement lié à l'accueil du public? Si c'est le cas, il va falloir réfléchir, est-ce que vous pouvez lui donner néanmoins des missions toujours en télétravail? Et dans ce cas-là, on va privilégier le télétravail et non pas l'activité partielle. Nous savons par exemple que parmi les solutions qui ont pu être proposées par certains d'entre vous, il y a pour les professeurs, animateurs techniciens, pour certains salariés, un travail qui se fait à domicile où ils assurent les cours par visio, parfois même préparent des tutos en vidéo qu'ils mettent ensuite à disposition de leurs adhérents. Dans ce cas-là, ces heures-là sont bien des heures de travail et qui ne seront pas déclarées en activité partielle. En revanche, il peut aussi y avoir, selon certaines activités, notamment les cours collectifs peut-être, ou certains instruments qui seraient enseignés, il peut y avoir pour le coup l'impossibilité
dans ce cas-là, d'organiser les élections, d'organiser le télétravail. Et donc, dans ce cas, vous n'aurez pas d'autre choix, a priori, que d'envisager l'activité partielle. Voilà donc pour les motivations, encore une fois, on va vous envoyer ce document, mais c'est très important. L'activité partielle, telle que cela résulte aujourd'hui, euh, l'activité partielle ne pourra pas, enfin sera clairement le dernier recours. Votre raisonnement pour aboutir à l'activité partielle, votre motivation devrait être très explicite, encore une fois, dans le cadre de votre déclaration. Je vous demande juste 2 minutes, enfin 2 minutes, un peu moins. Je regarde quelques questions qui arrivent. Alors, euh, concernant les remboursements pour les adhérents, la question qui se pose, est-ce que je peux demander une demande d'activité partielle parce que notre club va décider de ne pas rembourser les adhérents? Ce n'est pas le motif en soi. Le motif, ça va être clairement la baisse ou la réduction de votre activité que vous ne pouvez pas assurer autrement. La question du remboursement de l'adhérent, alors on va vous envoyer aussi de la documentation là-dessus, mais c'est une autre question qui dépasse là pour le coup le droit du travail. Hein, il y a bien la relation employeur-salarié et la relation association-adhérent. La relation association-adhérent, c'est le fait d'un autre contrat, et la mise en activité partielle ne dépendra pas soit du remboursement ou non pour les adhérents. Alors, pour la demande préalable pour mettre toute une équipe en activité partielle, oui, vous pouvez réguler tous les mois le temps effectif d'activité partielle. Donc, encore une fois, lorsque vous faites votre déclaration, vous allez indiquer un prévisionnel et ensuite vous pourrez régulièrement réguler cela. Autre question. Alors, j'essaye d'en sélectionner. Il y en a énormément. Je ne pourrais pas répondre à toutes. Hein, je m'en excuse. Alors, pour les feuilles de salaire, on va voir après. Hein, pour tout ce qui est rémunération, c'est un autre point que l'on va voir ensuite. Pour l'activité partielle, alors là, il y a une question intéressante par rapport au CDD. Alors, les CDD sont bien ouverts à l'activité partielle. De manière générale, tous les salariés sont ouverts à l'activité partielle, CDD comme CDI. Le forfait jour, les cadres au forfait jour, en principe, ils ne pouvaient être mis en place d'activité partielle pour eux que s'il y avait fermeture de l'entreprise. Or, le décret qui est paru et l'ordonnance qui va paraître vont modifier ce point, et il sera également possible de mettre en activité partielle les salariés qui sont en forfait jour. Pour ce qui est du CDD, donc, il y ouvre droit, et le gouvernement a insisté là-dessus. Même lorsqu'une une embauche était prévue, il ne faut pas se priver de cette embauche. Ça voudrait dire que même un salarié dont le CDD débuterait a priori au 15 avril, vous pourriez envisager l'activité partielle pour ce salarié. Après, il y a un autre point qui est celui de la rupture du contrat pour force majeure que l'on abordera le cas échéant un peu plus tard. Donc pour les forfaits jours, hein, là je vois la question, donc ce sera possible. On va attendre précisément l'ordonnance de ce qu'elle indique. On vous a fait dans nos FAQ, dans la fiche sur l'activité partielle, on vous fait une première réponse pour les forfaits jours. A priori, une journée d'activité partielle serait quantifiée à 7 heures et une demi-journée à 3h30. Et donc, on prendrait le salaire annuel divisé par le nombre de jours pour avoir un salaire journalier, puis divisé par 7 pour avoir un tarif horaire. Donc là aussi, restez près des publications qu'on va faire. Dès qu'on a toutes les précisions, puisque c'est un nouveau régime du coup là qui va s'appliquer, dès que nous aurons toutes les précisions, nous ferons des fiches qui de toute façon doivent déjà être mises à jour suite aux diverses ordonnances. Alors oui, certains salariés peuvent être sans activité et autres avec une activité réduite partielle. Ça, ce que j'ai indiqué tout à l'heure, vous pouvez avoir certains salariés en activité partielle totale, ils n'ont plus aucune activité, et d'autres qui soit conservent toute leur activité, soit ne vont conserver qu'un mi-temps, ou en tout cas, s'ils sont déjà à temps partiel, avoir une réduction de leur temps de travail. Alors, bonjour Céline d'abord.
Alors, sur la difficulté effectivement de faire les fiches de paye pour le mois de mars, les textes arrivent tardivement. On a eu vent que beaucoup de logiciels de paye n'étaient d'ailleurs même pas prêts pour établir leurs fiches de paye, enfin pour en tout cas n'étaient pas paramétrés pour que vous puissiez établir. A priori, de ce qui a été communiqué par le gouvernement, ça peut être régulé le mois suivant. Maintenant, ceux qui ont eu une acceptation peuvent déjà faire un prévisionnel, on va voir après pour comment calculer la rémunération, peuvent déjà faire un prévisionnel et percevoir ultérieurement uniquement de toute façon les indemnisations par l'État. Donc nous, pour le mois de mars, pour ceux qui ont fait leur demande, qui auraient été acceptés, ou ceux qui sont en attente de réponse, pour nous, il peut être anticipé de faire déjà l'activité partielle et de faire les fiches de paye là-dessus, qui seront de toute façon sur un prévisionnel. Alors, j'essaie de voir d'autres questions. Alors, sur le nombre d'heures chômées par les salariés, dans la déclaration, donc vous allez déclarer un nombre d'heures chômées en fait sur la période. Ce sera sur la période et après l'indemnisation se fera par mois à adapter en fonction du nombre d'heures chômées au cours du mois, puisque du coup, euh, dans le cadre de cette demande, pardon, vous allez en salaire réduire la rémunération en fonction du nombre d'heures chômées réellement au cours de ce mois. Encore une fois, on va voir après. Concernant les contrats d'engagement éducatif, pour nous, les contrats d'engagement éducatif vont ouvrir droit, pourraient ouvrir droit. C'est un gros débat, c'est un débat qu'on a eu en interne. On a interrogé des services de direction du travail qui nous confirment que les CE, les contrats d'engagement éducatif, peuvent bien ouvrir droit à l'activité partielle. La difficulté qu'on a par contre aujourd'hui et qui n'a pas été complètement résolue, c'est de déterminer le nombre d'heures à déclarer dans votre demande d'indemnisation au titre de l'activité partielle. Donc, on n'a pas encore complètement tranché cette question. On vous demande juste un peu de patience. On est en contact pour essayer de trouver réponse à ça. Euh, alors, concernant toutes les questions sur la rémunération, on va commencer à y venir. Les arrêts garde d'enfants également, on va y venir après. Et avec, rebonjour Céline, avec également la possibilité de mixer le télétravail et l'activité partielle. On va également voir ça dans la suite. Donc, sur cette première partie, ne pas oublier non plus, pour ceux qui ont un CSE, c'est très important. Euh, dans les documents du gouvernement, il apparaissait que vous deviez joindre à votre demande d'activité partielle l'avis du CSE, en tout cas pour ceux qui ont plus de 50 équivalents temps plein. Nous avons déjà eu des retours avec des refus d'activité partielle pour des structures qui avaient moins de 50 équivalents temps plein et pour lesquelles il n'y avait pas l'avis du CSE. Notre conseil, clairement, aujourd'hui, pour tous ceux qui ont un CSE, c'est de recueillir l'avis du CSE. Alors, par contre, ce qui a changé dans les décrets pour l'avis de ce CSE, c'est que vous n'êtes pas obligé de l'avoir au jour de votre demande. Ce qu'il vous est imposé, en revanche, c'est d'avoir l'avis du CSE dans les 2 mois qui suivent votre demande. Notre conseil, clairement, tous ceux qui ont un CSE, lors de votre demande de mise en place d'activités partielles, c'est à minima d'indiquer la date que vous avez prévue pour la consultation de votre CSE. Cela doit être, à notre sens, le plus vite possible, dans, par exemple, le mois qui suit, sachant que vous devrez envoyer à la directe l'avis du CSE dans les 2 mois suivant votre demande. Pour l'avis du CSE et de manière générale le CSE, en cas d'activité partielle, les contrats sont suspendus, mais les mandats continuent à se poursuivre. Les mandats des élus du personnel se poursuivent. Donc, par contre, pour cette réunion, vous pouvez l'organiser en visioconférence. Donc, n'hésitez pas, pour recueillir l'avis du CSE, être en contact avec eux. Et donc, de demander cet avis via une visioconférence. Vous leur envoyez tous les documents nécessaires, vous leur envoyez les motivations, vous recueillez leur avis, ils vous envoient l'avis et ensuite, vous pourrez, dans ce cas-là, effectivement, leur demander, renvoyer ensuite à la directe l'avis. Alors,
Euh, Concernant l'indemnisation, on va venir après, mais par contre, concernant les subventions de fonctionnement, est-ce que celles-ci peuvent venir en déduction de l'indemnité de l'État au titre de l'activité partielle? La réponse est non. Peu importe votre mode de financement, dès lors que vous justifiez, comme on l'a vu tout à l'heure, la mise en place de l'activité partielle, vous pourrez y avoir droit, donc sous réserve du contrôle bien sûr des directs, et peu importe que vous soyez financé et à titre de pourcentage, que peu importe le pourcentage, financé par l'État. Après, il y a d'autres questions, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui, mais dont on prépare là aussi des publications qui sont effectivement, parce on sait que nombre d'entre vous êtes subventionnés par les collectivités, qui va être quid aujourd'hui des conventions qui vous lient avec les collectivités, que ce soit des subventions, que ce soit des DSP. Alors, ensuite, donc, sur votre déclaration, à savoir également, lorsque votre demande est faite, là aussi, c'est une modification qui a été prévue par le décret, lorsque votre demande est faite, elle est réputée avoir été acceptée si vous n'avez pas eu de réponse dans les 48 heures. Donc, la demande est faite, pas de réponse dans les 48 heures, elle est réputée acceptée, sous réserve, toujours pareil, de contrôle ultérieur des services de la directe. Alors, on sait encore une fois, hein, on essaie de voir comment faire au mieux pour que chacun puisse avoir son numéro au plus vite. Mais pour l'instant, vous ne pouvez qu'attendre d'avoir vos codes pour faire. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont dans cette situation. Ensuite, donc, sur la rémunération durant l'activité partielle. La rémunération durant l'activité partielle doit être au minimum à 70% du salaire brut par heure chômée. J'insiste bien, par heure chômée. Donc, un salarié que vous mettez en activité partielle durant 20 heures, vous allez devoir lui calculer la retenue sur salaire correspondant à ces 20 heures, puis ensuite lui attribuer au titre de l'indemnisation temps partiel 70% de ces 20 heures. Avec, c'est important également, un minimum de 8,03 euros par heure chômée. Ça a été officialisé dans le décret qui est paru aujourd'hui. Chaque heure chômée donnera au minimum droit à 8,03 par heure. Alors là aussi, il y a eu beaucoup de flou dans les diverses communications du président, du ministre, etc. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y a pas d'obligation de maintenir à 100% la rémunération de vos salariés qui sont en activité partielle. Aucune obligation de maintenir la rémunération à 100%. L'obligation, c'est clairement le maintien à 70% par heure chômée avec un minimum de 8,03 euros par heure. Ce 8,03 euros par heure étant le SMIC horaire net. Ensuite, sur l'indemnisation de l'État, l'État vous indemnisera l'intégralité de cette indemnisation temps partiel dans la limite de 4,5 SMIC. Ça veut dire que lorsque vous maintiendrez une rémunération qui correspondra à 8,03 euros par heure, vous serez indemnisé à hauteur de 8,03. Pour les salariés qui ont une rémunération qui correspond peut-être à 10 euros de l'heure, on est toujours et même largement dans la limite des 4,5 SMIC, vous aurez une indemnisation à 100%. Concrètement, dans nos secteurs, il y a quand même assez peu de salariés qui sont au-delà de 4,5 SMIC. Donc, on peut supposer que l'intégralité des activités partielles qui auront été acceptées vous donneront a priori bien droit à indemnisation à 100%. Mais le 100%, ce n'est pas le 100% du salaire qu'avait le salarié avant, c'est bien 100% de ce que vous aurez versé au titre de l'activité partielle. Donc, je répète, il n'y a pas de maintien intégral de salaire, c'est bien 70% du brut par heure chômée. Sur ces 70% du brut par heure chômée, il faut respecter un minimum de 8,03 euros par heure. Et sur ce 70% par heure chômée, vous serez indemnisé par l'État dès lors que ça ne dépasse pas par heure chômée 4,5 SMIC. C'est ainsi aujourd'hui que nous comprenons les décrets. On va attendre les ordonnances. On va vous refaire. On sait qu'on a fait des modèles de fiches de paye qui n'ont plus lieu d'être parce qu'ils étaient faits sur un régime qui existait encore il y a 15 jours et qui donc aujourd'hui a évolué. Donc il est fort possible que l'on prévoit de nouveaux modèles de fiches de paye. Pour les employeurs, on a souvent la question qui souhaiteraient indemniser au-delà des 70%.
que ce soit à 80, 90 ou totalement. Rien ne l'interdit. Il y a une note qu'on va vous faire paraître, qui est parue aujourd'hui même par les services du gouvernement, que vous pouvez retrouver sur le site service public qui prévoit la mise en place de l'activité partielle, qui a déjà été mis à jour ce matin. Ce cas est prévu. Et il est bien indiqué que vous pouvez, rien n'interdit, par décision de l'employeur, il n'est pas interdit du tout d'aller au-delà de ces 70%. En revanche, ce qu'il est bien précisé, bien évidemment, c'est que pour ceux qui rémunèrent au-delà de 70%, ce sera intégralement à votre charge. En tout cas, pour la quote-part qui dépasse 70%. Vous maintenez le salaire à 100% par heure chômée, 70% vous seront indemnisés par l'État. Je rappelle que, que ce maintien à 70% est exonéré de charges sociales de charges sociales, excepté une partie de CSG, CRDS. Par contre, pour le maintien que vous feriez, même si rien ne vous y oblige, entre 70 et 100%, ce sera là, pour le coup, intégralement à votre charge et pour le coup également totalement soumis à charge. Alors, je vais juste m'arrêter 20-30 secondes. Il y a un sondage qui s'est affiché normalement sur votre écran. Ce sont des sondages qui nous intéressent grandement. Donc, merci de prendre le temps d'y répondre, puisque nous, après, ça nous permet vraiment d'avoir l'étendue de l'activité partielle dans nos secteurs. Et sur certains points particuliers, il va y avoir 3 sondages qui vont vous être proposés au cours de cette partie. Ça nous sert clairement ensuite, nous, après, dans nos discussions internes, mais aussi vis-à-vis des pouvoirs publics. Je vous laisse une vingtaine de secondes. Alors, on va reprendre. Alors, j'ai parmi les questions ceux qui auraient vu leur demande d'activité partielle refusée, est-ce qu'ils peuvent retenter? Moi, j'ai envie de dire oui, vous pouvez retenter. Ce qui nous intéresse, par contre, clairement, si vous avez des refus, c'est vraiment de nous les faire remonter et de nous indiquer si la directe vous a donné clairement le motif de refus, que vous nous indiquiez ce motif de refus. Je ne dis pas qu'on pourra régler toutes les situations, mais si vous avez un refus, faites-nous remonter le motif de refus. Peut-être que ce n'était pas suffisamment étayé dans l'argumentaire. C'est aussi pour ça qu'on va mettre à votre disposition des documents pour vous aider à le faire. Mais donc, faites-nous remonter lorsque vous avez des refus. C'est très important pour nous que l'on puisse savoir pour quelle raison ça a été refusé. Est-ce que c'est une raison de fond? Est-ce que c'est une raison de forme? Est-ce qu'on peut essayer de trouver une solution, de vous aider à trouver une solution? Hein, on est là aussi pour vous aider dans ce cadre-là. Donc, faites-nous remonter dès lors que vous avez un refus. Alors, peut-on se voir refuser l'activité partielle au profit de la prise de congés payés? La réponse est non. On va venir après hein, sur les congés payés également et sur les organisations que vous pouvez envisager. Alors, donc, sur le contrat d'engagement éducatif, hein, je vois qu'il y a encore des questions. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, ils ouvrent bien droit. A priori pour nous, on a eu des réponses positives là-dessus de la directe. Ils ouvriraient bien droit à l'activité partielle. Ce qu'on ne sait pas encore malheureusement, c'est comment clairement déclarer leur nombre d'heures. Alors nous, on propose un calcul que vous pourrez nous demander. On propose un calcul, mais qui est vraiment sous toute réserve. Alors, les salariés qui sont en activité partielle peuvent, oui, cumuler un emploi ailleurs. Dès lors que leur contrat de travail est suspendu, ils peuvent travailler ailleurs s'ils trouvent un emploi ailleurs. Vous pouvez faire les fiches de paye en chômage partiel, même si vous n'avez pas eu de réponse de la directe par rapport à votre demande. C'est bien tout à fait possible. Le 803 est effectivement le 803 par heure. Eh bien, avant CSG CRDS a priori, on va attendre des précisions, mais c'est bien avant CSG CRDS. Est-ce que vous pouvez continuer les recrutements pendant les périodes d'activité partielle? Je le disais tout à l'heure, la réponse est oui.
On a même eu des discours officiels du gouvernement qui disaient surtout n'arrêtez pas d'embaucher. Donc s'il y avait des embauches de prévues, continuez-les, même si potentiellement peut-être le salarié sera pour le début de son contrat en activité partielle. Si le poste est en activité partielle, il n'y aura pas, concernant la période d'essai, la question nous est arrivée, la période d'essai sera suspendue durant l'activité partielle. Et donc le salarié ne débutera en réalité sa période d'essai qu'à l'issue de l'activité partielle. Alors, un salarié en activité accessoire, emploi retraite, pour nous, oui, il peut également ouvrir droit à l'activité partielle. Après, on va voir pour les questions sur les remplacements. Alors, délai que prendra l'indemnisation, ça, très honnêtement, je n'en ai aucune idée. Les apprentis, oui, ouvrent droit également à l'activité partielle. Il y a un question-réponse spécifique qui a été fait à destination des apprentis, des organismes de formation que vous pouvez également retrouver. Mais donc, les apprentis ouvrent bien droit, effectivement, à l'activité partielle. Alors, concernant les professeurs, animateurs, techniciens, donc en termes d'heures chômées, pour nous, vous pouvez y inclure tout à fait les heures de préparation. C'est-à-dire que si l'activité est chômée durant 3 semaines et que son horaire de service est à 5 heures, alors je m'excuse pour ceux qui sont dans d'autres branches que de l'animation et qui ne vont peut-être pas forcément comprendre tout ce qu'on dit. C'est vraiment un aparté d'une ou deux minutes, pas plus, pour ceux qui ont des professeurs animateurs techniciens. Donc, si pour les professeurs animateurs techniciens, s'il y était prévu 3 semaines, il y avait 3 semaines de cours à 5 heures de service, vous pourrez déclarer en heures chômées les 15 heures de cours manquées et les heures de préparation attenantes à ces heures manquées. Donc pour nous, oui, vous pouvez bien inclure les heures de préparation. Attention encore une fois pour les profs et animateurs techniciens, ils sont comme les autres salariés dans le raisonnement. Vous pouvez réfléchir avec eux à la mise en place d'activités en télétravail ou comme je disais au début, la préparation de petits tutos vidéo, certains le font. Et là, c'est à vous d'évaluer finalement combien d'heures il va passer à faire ces activités-là, et donc après de déclarer ce qui ne peut pas être fait en télétravail, le cas échéant, en activité partielle. De même, parmi les d'autres contrats spécifiques, pour ceux qui ont des contrats en modulation ou en contrat durée indéterminée intermittent, euh, alors, vous voyez qu'il y a un deuxième sondage là, qui vient d'être mis en place. Donc, je vous laisse là aussi 10 minutes, pardon, une vingtaine de secondes si vous souhaitez remplir ce deuxième sondage. Alors, on va essayer au mieux de vous informer là aussi sur vos déclarations à faire au mois le mois, à quelle date ces modifications peuvent-elles être faites. On prépare une sorte de tuto nous-mêmes pour voir comment vous aider au mieux à remplir tout ça et à faire vos déclarations et à les modifier. Donc restez là encore sur nos publications, on essaie de les mettre à jour le plus régulièrement possible. Donc on vous informera aussi sur cette question-là. Alors, est-ce que l'activité partielle sera prise en compte pour le calcul retraite sur la base d'une activité salariée? Il me semble que la réponse est oui, mais je ne vais pas vous l'assurer ici à 100%. Donc, oui, on peut travailler ailleurs pendant l'activité partielle. Alors, concernant les contrats aidés, alors l'échéance, question importante, est-ce que l'échéance à 30 jours pour déclarer l'activité partielle, est-ce qu'elle part du 16 mars? Non, elle ne part pas forcément du 16 mars. Alors peut-être que pour vous c'est le cas en revanche, pour ce monsieur qui pose la question. Ça démarre du jour où vous avez mis justement vos salariés en activité partielle ou une partie de vos salariés en activité partielle.
hein. Donc, ce qui est bien prévu, c'est qu'il y ait la demande qui est faite dans le mois qui suit avec un effet rétroactif. Donc, si pour vous, la demande, enfin, l'activité partielle a été mise en place le 16 mars, le délai d'un mois, effectivement, va débuter le 16 mars. Pour ceux qui auraient mis en place l'activité partielle à partir du 25 mars, là, en revanche, le délai d'un mois courra à compter du 25 mars. Donc, clairement, tout va dépendre de la date à laquelle vous avez mis effectivement en place l'activité partielle. Alors, technique de paye, est-ce que le delta, si je veux maintenir le salaire à 100% à l'initiative de l'employeur, le delta ne devrait pas être 30% puisque l'indemnité va correspondre à l'indemnité obligatoire va correspondre à 84% du net. Oui, j'ai dit 30% en partant du plus simple, 70%, il reste 30% du brut. Ça, c'est à vous de voir à quel net au final vous voulez arriver. Est-ce que vous voulez arriver au net prévu par l'activité partielle qui correspond à 70%? Si vous voulez donner plus, c'est à vous de déterminer ce delta via vos logiciels de paye pour voir combien il va-t-il manquer en brut pour aboutir au net que je souhaite lui attribuer au-delà au-delà donc de l'activité partielle, de l'obligation de l'activité partielle. Alors, les missions proposées en télétravail ne sont pas prévues dans la fiche de poste du salarié. Alors, aujourd'hui, concernant le télétravail, c'est important. Vous avez le droit aujourd'hui de l'imposer à vos salariés. C'est prévu d'ailleurs dans le Code du travail. Vous pouvez imposer pour le salarié. Je vais venir après sur le CDI intermittent. Effectivement, on me fait remarquer que je n'ai pas fini. Vous pouvez donc imposer le télétravail à vos salariés, c'est la règle. Par contre, effectivement, les missions que vous confiez aux salariés doivent toujours être en rapport avec les missions qu'ils ont habituellement. Rien n'interdit de lui proposer d'autres missions, mais là, par contre, pour nous, il faudra son accord. Mais sur l'imposition du télétravail, c'est très clair, hein. Aujourd'hui, la règle première, le salarié qui peut être en télétravail pour ses missions, il est en télétravail. C'est la règle imposée aujourd'hui. On évite au maximum les déplacements. Euh, Concernant le CDI intermittent, pardon, donc, et le contrat de modulation, j'ai oublié je suis parti ailleurs après. Excusez-moi, c'est un peu compliqué, on reçoit énormément de questions, donc on essaye tout en gardant le plan de répondre au maximum à vos questions. C'est pas évident, mais on va y arriver et j'espère que vous, pour la plupart d'entre vous, vous aurez vos réponses. Et n'hésitez de toute façon, hein, on garde en mémoire à peu près les questions que vous posez. On s'en sert après dans nos publications. Nous faisons tout pour que vous ayez le maximum de réponses et on organise aussi cette session pour cela, puisque vous vous doutez bien que sur notre service juridique, on a beaucoup de mal à répondre aux questions que vous nous posez, qui sont très 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 nombreuses en ce moment. Il ne faut pas hésiter à les poser, hein. Je ne suis pas en train de dire ne les posez pas, mais ça nous est voilà, on essaye aussi de faire ça pour que vous ayez vos réponses au maximum et de désengorger au maximum le service juridique. Alors, sur les CD2I et la modulation, il faut faire attention puisque dans le cadre de l'indemnisation de l'activité partielle, seules sont indemnisées les heures dans la limite de la durée légale de 35 heures. Ça, c'est important. On a interrogé pour avoir plus d'éclaircissement, voire peut-être un assouplissement. Ça veut dire que pour vos salariés qui, dans les semaines qui viennent, euh, il y aurait une période haute à 48 heures, mais avec l'annulation des classes de découverte, puisqu'on le sait hein, que pour le mois qui vient, et sans doute bien plus, le mois qui vient, les classes de découverte sont de toute façon toutes annulées. Je vais y venir sur les congés payés. Sont toutes annulées. Euh, la limite d'indemnisation chômage partiel sera toujours sur 35 heures et non pas sur 48. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, pour un salarié, déclarer 48 heures chômées sur une semaine où on sera sur 35 heures. On essaie d'avoir les éclaircissements puisque dans les déclarations, il apparaît qu'il est possible de faire aussi une projection annuelle. Donc aujourd'hui, les 13 heures qu'il y a en plus qui seraient chômées, il faudrait, mais on sait que c'est compliqué, essayer de voir si vous pouvez, en modifiant le planning, les placer ultérieurement, ce qui ne sera pas évident, voire même impossible pour certaines activités. Hein, la même chose va pour les contrats de modulation et pour les contrats durée indéterminée intermittents. Puisque un contrat durée indéterminée intermittent qui ne ferait que l'accueil post et périscolaire lors des semaines d'école, on ne pourra de fait pas lui reporter les heures de toute façon en juillet-août. Donc, on essaie d'avoir une réponse du mieux possible là-dessus, mais aujourd'hui, on est limité aux 35 heures
dans le cadre de l'indemnisation activité partielle. Sur la modulation, on essaye d'avoir des éclaircissements s'il est possible en fin d'année de faire un bilan des heures qu'on aura pu réussir à faire récupérer ensuite dans le cycle ou de celles que l'on n'aura pas pu et de voir est-ce qu'on peut avoir une indemnisation sur ces heures-là ou est-ce que pour vous, employeur, malheureusement, c'est une perte sèche. Alors, je vois qu'il y a un troisième sondage. Non, oui, c'est ça. Donc, si vous pouvez prendre 10-20 secondes et on va poursuivre. Donc, on va parler des congés payés. Hein, il n'y a pas de merci pour certains messages également. On va parler des congés payés. Alors, question, c'est vrai que je n'ai pas traité tout à l'heure, c'est important pour les élus CSE, ou de manière générale, les salariés protégés. Vous ne pouvez pas leur imposer l'activité partielle. Pour les salariés élus CSE, il faut leur accord pour être mis en activité partielle. Je ne parle pas là de l'accord de manière générale pour toute la structure, mais pour eux personnellement, il faut leur accord. S'ils refusent de donner leur accord d'être mis en activité partielle durant cette période, ça veut dire qu'ils ne pourront pas l'être et vous devrez de fait les indemniser à 100% de leur rémunération. Alors, concernant l'imposition du télétravail, si le salarié ne dispose pas des outils à domicile ou de la possibilité d'installer un espace à domicile, pour nous, ça fera partie des cas que vous devrez motiver dans votre demande d'activité partielle et donc pour ces gens-là de faire une demande d'activité partielle. Il ne peut pas venir dans les locaux, je ne peux pas aménager les locaux de l'association pour faire cette activité. Et il ne peut pas y avoir de télétravail car il ou nous n'avons pas les outils. Donc dans ce cas-là, il faudra le justifier là aussi dans le cadre de votre demande d'activité partielle. Alors, concernant les congés, sur l'organisation durant cette période, indépendamment de l'activité partielle, notamment pour les congés payés. Donc là-dessus, hein, la donne a changé hier, vous en avez peut-être entendu parler. Euh, Concrètement, donc, ce que prévoient les ordonnances, c'est la possibilité. Alors, il y a plusieurs points. Il y a les congés payés d'un côté, on va y venir en premier, et ensuite il y a les RTT pour ceux qui ont des RTT, les comptes épargne-temps pour ceux qui ont ouvert un compte épargne-temps, et les jours de repos dans le cadre les jours de repos dans le cadre des forfaits jours. Donc, pour les congés payés, donc hier est tombée donc une ordonnance qui prévoit la possibilité, sous réserve, attention, sous réserve qu'il y ait un accord d'entreprise ou un accord de branche le permettant, d'imposer, dans la limite de 6 jours ouvrables, des congés payés aux salariés, moyennant un délai de prévenance d'un jour franc. Donc, autrement dit, si vous avez un accord d'entreprise ou un accord de branche, je prends l'exemple le plus simple, hein, signé aujourd'hui avec votre délégué syndical ou avec un CSE, vous auriez le droit, dès lundi prochain, d'imposer 6 jours de congés payés à vos salariés. Donc, je répète, hein, il faut bien un accord de branche ou un accord d'entreprise. En termes d'accord de branche, on va être très clair, on ne peut rien vous garantir ni rien vous promettre aujourd'hui sur le fait qu'il y ait un accord de branche sur ce point. Ça paraît pas le plus évident. Donc, éventuellement, voyez si vous pouvez passer par accord d'entreprise, négocier un accord d'entreprise. C'est aussi à vous d'en juger de l'intérêt, hein. Encore une fois, on parle bien de ne pouvoir, la limite d'imposition de ces congés payés, elle est de 6 jours, avec une limite. Alors, ça peut être soit les congés qui restent à solder d'ici le 31 mai, ça peut aussi être les futurs congés, puisque la prochaine période va s'ouvrir. Cette possibilité d'imposer sans respect du délai de prévenance, par contre, elle est limitée au 31 décembre 2020. Il faut rappeler, c'est important, que de toute façon, même sans cet accord d'entreprise ou de branche, vous pouvez aujourd'hui, il y a plusieurs cas, pour ceux qui n'ont pas posé de congé, pour lesquels il n'y a pas de congé payé posé là dans les jours, les semaines qui viennent. Vous avez le droit d'imposer des congés payés moyennant un délai de prévenance d'un mois. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui, 26 mars, vous avez le droit d'imposer des congés payés à partir du 26 avril prochain. Vous pouvez le faire. Ce n'est pas interdit du tout.
Pour ceux dont les congés payés ont déjà été placés, ils sont maintenus. La règle, c'est le maintien. Le Code du travail vous prévoit notamment, par contre, la possibilité, si vous le souhaitez, de déplacer les congés payés, c'est-à-dire que ceux qui ont déjà été posés, vous avez la possibilité de les déplacer, mais en revanche, donc, c'est pour ceux où aucun congé n'avait été posé, pour eux, vous ne pouvez pas les imposer, sauf si vous respectez un délai d'un mois. Est-ce que, à vous de voir donc en interne, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez vous organiser en imposant des congés payés d'ici, enfin, à partir du 26-27 avril? Est-ce que vous êtes dans la situation où vous devrez absolument placer des congés payés dans les tout prochains jours qui viennent? Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faudra avoir un accord d'entreprise ou un accord de branche. Encore une fois, l'accord de branche, vraiment, je ne vous garantis absolument pas que nous pourrons, enfin, qu'il y en aura un. Le CNOA se pose lui-même la question. Alors, ce que je dis là, ça concerne bien les CP N-1 ou les CP N à partir du mois de juin. C'est-à-dire que mais les CP N-1, un salarié à qui il resterait 1 ou 2 semaines à solder d'ici le 31 mai, vous pouvez déjà aujourd'hui les poser, mais par contre, attention, moyennant le délai de prévenance d'un mois, c'est-à-dire pas avant le 26 avril. Mais ça, c'est la règle habituelle. On va y venir. Sur l'activité partielle et garde d'enfants, pour ceux qui posent la question, on va y venir également, hein. Ça fait partie des futurs sujets. Euh, donc ça, c'est pour la partie congés payés. Après, dans l'ordonnance, il y a une autre partie qui concerne les jours RTT et les jours compte épargne-temps, pour ceux qui auraient ouvert un compte épargne-temps, et les jours de repos dans le cadre des forfaits cadres, pour les cadres au forfait jour. Dans ces cas-là, là aussi, jusqu'au 31 décembre 2020, vous avez la possibilité d'imposer ces jours-là, peu importe les accords d'entreprise ou de branche qui s'appliquent pour l'octroi de ces jours. C'est-à-dire que si vous aviez un accord RTT qui prévoit que le salarié a 6 jours RTT à sa disposition, l'employeur peut exceptionnellement, jusqu'au 31 décembre 2020, dire les 6 jours, je vous les impose à telle période. Donc jusqu'au 31 décembre 2020, moyennant un délai de prévenance de 6 jours, vous pouvez, pour les jours de repos cadres, pour ceux qui sont au forfait, pour les éventuels jours compte épargne-temps ou pour les jours RTT, l'employeur peut imposer leur prise aux salariés. Attention par contre, concernant RTT, forfait jour, compte épargne-temps, il y a une limite. Ça ne peut pas dépasser 10 jours. Donc, vous ne pourrez pas dire à un salarié, par exemple, je vous impose demain, sans délai, 14 jours de RTT, pour ceux qui en ont 14 ou plus. C'est limité à 10 jours. Par rapport aux congés payés, là, effectivement, il y a une question intéressante. On parlait de l'imposition par les employeurs. Un salarié peut tout à fait de lui-même demander à être en congé payé. Ça, c'est tout à fait possible et sans délai, il peut vous demander, vous n'êtes pas obligé d'accepter bien évidemment, mais vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait donc accepter qu'ils soient en congé payé. L'intérêt, alors après, on le sait bien, être en congé en cette période, ça veut dire être en congé à rester chez soi, on le sait bien. Après, c'est des questions de bon sens aussi entre employeurs et entre salariés. On ne va pas pouvoir faire tous les cas. Ce sont des cas aussi. Alors, il y a un cas de management de collectivité dans le cadre de l'entreprise. Il y a aussi un côté individuel. Un salarié qui est en congé payé n'est pas en activité partielle, bien évidemment. Ça veut dire que durant ses congés payés, il perçoit 100% de sa rémunération. Ça, c'est important à rappeler. Dans le cadre de vos déclarations activité partielle, euh, il peut y avoir dans le mois qui suit 25 jours où il n'y aura pas d'activité, mais seulement 18 en activité partielle. Le salarié serait donc indemnisé à 70% au cours de 18 jours et à 100%, bien évidemment, au cours de ses congés payés. Il n'a pas été prévu, on pensait que ça pouvait être envisagé, il n'a pas été prévu de décaler au-delà du 31 mai pour l'instant la période de référence. Est-ce qu'il y a un délai de prévenance pour déplacer les congés payés déjà posés? De mémoire, il y en a un. Alors, encore une fois, les congés déjà posés, l'employeur, moyennant un délai de prévenance au moins un mois avant, peut les déplacer. Donc, il y a un délai de prévenance, pardon, d'un mois. Pour les congés payés déjà placés, vous pouvez
les déplacer de toute façon. Ça, c'est prévu, c'est la règle habituelle du Code du travail, qui ne sert en général pas beaucoup, mais aujourd'hui, effectivement, on y est. Alors, ceux qui n'ont pas de CSE pour avoir l'accord d'entreprise, là, pour le coup, effectivement, ça va être très compliqué, puisque il faut déjà que vous ayez moins de 20 salariés équivalents temps plein, et il faudrait que cet accord soit voté par 2 tiers de vos salariés. Ça veut dire que vous faites vous-même votre accord, vous le soumettez aux salariés, qui sont de fait aujourd'hui, pour la plupart, confinés chez eux. Vous leur demandez un vote. Ça peut être très compliqué. Donc, à voir si vous ne pouvez pas trouver d'autres solutions. Et encore une fois, à voir s'il peut, au-delà du droit du travail, s'il peut y avoir un accord trouvé entre vous et les salariés qui puisse satisfaire le plus grand nombre dans cette période particulière. Alors oui, pour les animateurs qui sont en accueil collectif de mineurs, pour les vacances de printemps, s'ils étaient sur 45 heures, les heures indemnisées au titre du chômage partiel, de l'activité partielle, sont limitées à 35 heures. Hein, c'est la problématique que j'expliquais tout à l'heure. On essaye de trouver une solution à ça, mais pour l'instant, on est sur du 35 heures. Donc, voilà hein, pour l'organisation. Congé payé, vous pouvez en imposer 6 sans délai, seulement si vous avez un accord d'entreprise ou un accord de branche. RTT, jour forfait cadre, CET, vous pouvez en imposer jusqu'à 10 d'ici le 31 2020. Là, par contre, il n'y a pas besoin d'accord d'entreprise ou d'accord de branche. Pour les heures de récupération, oui, l'employeur, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, là on va prendre la règle habituelle, vous pouvez imposer les récupérations, je ne parle pas là des jours RTT prévus par un accord d'entreprise, hein, mais bien des récupérations, par exemple un salarié qui aurait fait des heures supplémentaires les semaines précédentes, qui a acquis des récupérations, oui, vous pouvez les imposer. Là encore, l'intérêt pour le salarié dans ce cadre-là, c'est alors plutôt que d'être en activité partielle, c'est qu'il aura bien évidemment 100% de sa rémunération. La période en activité partielle permet bien l'acquisition de congés payés. Donc ça aussi, hein, ce sont des questions auxquelles on a répondu sur nos diverses publications. N'hésitez pas. Alors on sait que il y en a beaucoup, par contre, mais voilà, n'hésitez pas à prendre à un moment le temps. Et puis ça change beaucoup. N'hésitez pas à prendre le temps à lire la FAQ, notamment du gouvernement, la FAQ qu'a établi le CNEA dans les rapports employeurs-salariés. Alors, pour ceux qui sont en forfait heure, je ne me souviens plus, mais je pense qu'on va l'inclure dans la prochaine fiche. Donc là, je vous invite à aller voir la prochaine fiche. Alors, autre point qui pose beaucoup de questions, ce sont justement donc, les fameux arrêts pour garde d'enfants notamment. Alors, avant de parler des arrêts garde d'enfants, de rappeler une règle très importante. Aujourd'hui, donc, le gouvernement a établi une liste de pathologies dont pourrait souffrir le salarié. Euh, Si vous avez, alors, ce sont en gros les maladies respiratoires, maladies cardiaques, le diabète avec insulinodépendance, etc. Euh, Très important, si vous avez un de ces salariés qui souffre de cette pathologie, il ne peut pas se déplacer. Donc, soit il est en télétravail, soit il est en arrêt maladie. Ça, c'est très important. Les salariés, vous avez la liste de ces pathologies sur notre site. Il y a un document qui les fait paraître. Le salarié qui souffre de l'une de ces pathologies, vous ne pouvez plus le faire se déplacer. Car encore une fois, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous pouvez toujours faire déplacer vos salariés dans les locaux si les locaux sont aménagés pour assurer les conditions de sécurité et si l'activité ne peut pas être différée. Donc ça, c'est toujours possible. On a notamment les foyers de jeunes travailleurs qui, de fait, il y a des salariés qui doivent se présenter sur les locaux, dans les locaux, parce que il y a toujours les résidents qui sont présents. Donc, vous avez l'obligation d'assurer une activité avec des salariés dans les locaux qui ne peuvent pas, pardon, être en télétravail. Dans ce cadre-là, vous devez bien assurer les conditions de sécurité, les règles de distanciation, notamment sur le service de restauration. Ça n'interdit pas le recours à l'activité partielle s'il y a une baisse d'activité, notamment sur l'activité de restauration. Donc, pour les salariés qui, en revanche, donc, souffrent de l'une de ces pathologies, c'est très clair, ou bien il est en télétravail, ou bien il est en arrêt maladie. Pour les arrêts garde d'enfants, euh, et avec une question pour laquelle on n'a effectivement pas de réponse très claire, nous le reconnaissons, c'est quid lorsque j'ai un salarié qui est en garde d'enfants, qui a un arrêt garde d'enfants, et également en activité partielle.
Alors, pour l'arrêt garde d'enfant, d'abord, je précise, c'est l'employeur qui fait la déclaration. Hein, c'est important, ce n'est pas le salarié qui fait la déclaration pour un arrêt de travail garde d'enfant, c'est l'employeur. Donc, c'est à vous qu'il revient de demander déjà à vos salariés est-ce que certains sont concernés. Ce n'est ouvert, je le rappelle, qu'aux parents d'enfants de moins de 16 ans, pour les enfants de moins de 16 ans. L'arrêt dure de 1 à 14 jours. C'est-à-dire que c'est à vous, dans la déclaration, en réalité, de dire combien de temps de quelle durée va être cet arrêt. Il est même prévu qu'il peut être fractionné. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer un salarié qui serait en arrêt garde d'enfant le lundi, mardi, et en télétravail le mercredi, jeudi, et à nouveau en garde d'enfant le vendredi. Ça, c'est tout à fait possible. L'arrêt garde d'enfant n'est prévu que pour un des deux conjoints. C'est important à signaler. Alors, ce n'est pas à vous de décider, bien sûr, lequel des deux conjoints gardera l'enfant, mais il ne pourra pas y avoir, sous le même toit, deux conjoints qui sont en même temps, qui bénéficient en même temps de l'indemnisation arrêt garde d'enfant. Par contre, donc, ça peut être fractionné aussi de cette manière-là entre entre arrêt garde d'enfant et activité partielle ou tout simplement travail. Le salarié peut aussi alterner arrêt garde d'enfant et travail. Sur ces arrêts-là, ils sont indemnisés à hauteur de 50%, dans les mêmes règles habituelles que la sécurité sociale, sauf qu'il n'y a même pas de délai de carence. Pour ces arrêts-là, le salarié ouvre droit au minimum, ça a été prévu par ordonnance hier, ouvrira droit au minimum à 90% de son salaire. C'est-à-dire que l'indemnité légale prévue en cas de maintien de salaire pour maladie, elle était conditionnée à une ancienneté d'un an. Cette ancienneté d'un an a disparu par cette ordonnance. Ça veut dire qu'un salarié qui est en garde d'enfant, vous avez l'obligation de lui maintenir au minimum 90% de sa rémunération. Sachant que il peut y avoir aussi vos dispositions de la convention collective, peu importe, on ne va pas faire ici toutes les conventions collectives, on ne va pas les détailler toutes, mais donc, si votre convention collective, en revanche, prévoit un maintien de salaire à 100%, s'il remplit les conditions de ce maintien de salaire à 100%, il faudra lui maintenir la rémunération à 100%. Alors, j'essaie de voir certaines questions. Alors, oui, alors, quelqu'un qui demande un arrêt garde d'enfant alors que le conjoint ne travaille pas, vous, à notre sens, vous pourriez lui refuser. Après, j'ai presque envie de dire, c'est aussi, est-ce qu'il y aura un contrôle derrière de l'URSSAF? Le problème, c'est que dire qu'il travaille pas, est-ce que ça veut dire qu'il peut quand même s'en occuper? Est-ce qu'il n'a pas d'autres occupations? C'est un peu, ça peut être compliqué. Là, on est clairement dans les situations pour lesquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui. Il faudra voir, on ne sait pas jusqu'où ira le contrôle des services de sécurité sociale pendant et après cette crise. C'est-à-dire, si elle se rend compte, par exemple, que l'un des deux conjoints, enfin, que l'un des deux était en arrêt garde d'enfant pendant que l'autre était en activité partielle totale, je dis bien totale, je ne parle pas d'une activité partielle où il faisait peut-être 3 heures dans la journée de travail. Dans ce cas-là, il travaille, donc on ne pourra pas lui reprocher. Mais celui qui est en activité partielle totale, la sécurité sociale peut très bien dire, mais puisque votre conjoint était en activité partielle totale au cours de cette période, vous n'aviez pas besoin d'arrêt garde d'enfant. Donc ça, effectivement, c'est le risque que peut prendre aussi le salarié en cas de contrôle. C'est-à-dire que vous, derrière, vous pourriez demander éventuellement un remboursement des maintiens de salaire que vous avez faits, et lui pourrait être amené à être condamné à rembourser à la sécurité sociale les IJ qu'il aura reçus. Ce que l'on ne sait pas, effectivement, c'est jusqu'où ira le contrôle. Cet arrêt de travail de 1 à 14 jours, tout à fait, est bien renouvelable. Hein, à chaque nouvelle, lorsqu'on arrive à l'échéance des 14 jours, il est à nouveau renouvelable. Alors, je regarde un petit peu les questions. Donc, on a plusieurs fois la question, c'est bien renouvelable. Alors, sur la fameuse question, qu'est-ce qui prime? Donc aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qui prime. Il y a, non, alors pardon, le renouvellement, non, c'est pas automatique, c'est à nouveau à l'employeur de faire une nouvelle déclaration pour l'arrêt garde d'enfant de 14 jours. Effectivement, il y a la situation qui est fréquente aujourd'hui, pour laquelle nous nous en excusons, on n'a pas de réponse très claire, qui est lorsque j'ai un salarié qui est en garde d'enfant, alors que
il serait en activité partielle s'il n'était pas en garde d'enfant. Activité partielle totale, j'entends encore une fois. Dans ce cas-là, nous, dans un premier temps, on va sur le. Alors, il y a une jurisprudence qui date de 87 qui précise qu'un salarié qui est en arrêt maladie ne peut pas toucher plus que les salariés qui sont en activité partielle si lui-même avait été en activité partielle, si son poste était concerné. Donc, par égalité de traitement, ça veut dire que ce salarié-là n'aurait pas forcément le maintien de salaire intégral, puisque, on l'a vu, le chômage partiel, c'est limité à 70%. Ça voudrait dire, si on suit cette jurisprudence, que le salarié éventuellement aurait ses indemnités journalières de sécurité sociale, mais par contre, je ne lui maintiendrai qu'à 20 entre guillemets 20% de plus pour arriver en tout cas au même net que ceux qui sont en activité partielle et non mon obligation conventionnelle de maintien à 100%. Nous ne sommes pas certains de cette interprétation. Il y a aussi une circulaire de 2013 qui précise que dans ce cas-là, qui dit juste il ne peut pas bénéficier des deux. C'est-à-dire qu'on ne dit même pas ce qui doit primer, on dit juste il ne peut pas bénéficier des deux. Et dans la plupart des documents qu'on a pu trouver, on retrouve justement cette idée-là. C'est celui, quand on est en activité partielle ou en maladie, on ne peut pas bénéficier des deux. Ça veut dire que le salarié ne pourra pas avoir en même temps 50% digit sécu et 70% d'indemnisation de l'État, ce qui est tout à fait entendable, tout à fait légitime. Ce que l'on ne sait pas en revanche, c'est du coup, qu'est-ce qu'on applique? Est-ce qu'on lui applique la maladie et qu'on lui maintient à 100%? Mais il y a cette jurisprudence de 1987. La solution pour nous, qu'on préconise, qui est, on va dire, la moins risquée peut-être aujourd'hui. Si c'est l'activité partielle qui a débuté, le salarié est en activité partielle, je ne lui délivre pas d'arrêt pour garde d'enfant. Je débute l'activité partielle le 13 mars, par exemple. Il demande un arrêt garde d'enfant, il sollicite un arrêt garde d'enfant le 16 mars. Je rappelle que l'arrêt garde d'enfant, c'est l'employeur qui établit le document, qui doit notamment justifier aussi que le salarié ne peut pas être en télétravail. C'est important. Le salarié qui peut être en télétravail ne peut pas être en garde d'enfant. On ne va pas cumuler garde d'enfant et télétravail. Donc, moi, employeur, j'ai mis tous mes salariés, ou en tout cas cette catégorie de salariés en activité partielle depuis vendredi, on est lundi, je ne lui délivre pas d'arrêt garde d'enfant. Il aura l'indemnisation prévue pour l'activité partielle. Celui qui est en activité partielle, en arrêt garde d'enfant le 16 mars, je mets tout le monde ou tout parti en tout cas en activité partielle le mercredi. Nous aujourd'hui, on dit de continuer au moins jusqu'aux 14 jours l'arrêt garde d'enfant et donc de lui maintenir la rémunération à 100%. Vous pourrez trouver encore une fois des avocats qui diront à partir du jeudi où vous mettez en activité partielle, vous pouvez ne maintenir le salaire qu'à 70%. En tout cas, qu'il n'est pas plus que ceux qui sont en activité partielle. Par contre, à l'issue de ces 14 jours, puisque je rappelle que c'est limité à 14 jours, et d'ailleurs peut-être que dans votre déclaration initiale, vous avez aussi le droit de dire je ne vais le mettre en activité partielle, en garde d'enfant que pour 5 ou 6 jours, vous en avez le droit, hein, c'est de 1 à 14 jours. Vous avez tout à fait le droit de dire moi aujourd'hui je le mets en arrêt garde d'enfant pour 5 jours. Et après je verrai ce que je fais. Peut-être que tout le monde sera en activité partielle dans 6 jours. Donc nous en tout cas c'est d'aller jusqu'au bout de ces 14 jours, en tout cas du nombre de jours que vous avez indiqué. Et ensuite, effectivement, dès lors que vous êtes en activité partielle, de dire aux salariés, vous n'êtes plus en arrêt garde d'enfant, vous êtes désormais en activité partielle, puisque, comme vos autres salariés. Alors, le délai pour déclarer un arrêt garde d'enfant, alors je ne sais pas s'il y a un délai prescrit obligatoire, mais en tout cas, il faut le faire dès que il ne me semble pas qu'il y ait d'effet rétroactif, donc il faut le faire au plus vite dès que vous le savez. Alors pour ceux qui étaient en arrêt maladie avant et qui sont maintenant, et alors que maintenant donc l'ensemble du personnel est au chômage partiel, on appliquerait la même règle, c'est-à-dire qu'on laisse l'arrêt maladie aller jusqu'au bout, et ensuite, par contre, c'est de dire il n'y a plus de renouvellement d'arrêt maladie, on est maintenant en chômage partiel. L'idée derrière, encore une fois, et on ne sait pas comment ce sera traité, et on peut comprendre tout à fait, c'est d'éviter l'inégalité de traitement entre des salariés qui seraient à 70% et d'autres à 100%. Alors pour ceux qui décident de maintenir à 100% la rémunération pendant l'activité partielle, l'inégalité de traitement,
de fait, est moins importante puisque ça suppose il y a ceux qui auront le maintien de salaire à 100% activité partielle et ceux 100% maintien de salaire arrêt maladie. Par contre, là où ça peut être important, et c'est pour ça qu'on essaye vraiment d'éclaircir tout ce flou, c'est que vous ne vous retrouviez pas effectivement ultérieurement avec soit la sécurité sociale qui dit bah, je n'avais pas à vous indemniser puisque vous étiez en activité partielle, soit à l'inverse, les directs qui disent on n'a pas à indemniser puisque de toute façon il aurait dû être en arrêt maladie. Donc on essaye de résoudre ça au mieux. Pour l'instant, ce que nous préconisons, sans certitude à 100%, très clairement, on prend la première cause de l'arrêt, elle va jusqu'au bout. Si c'est la maladie, je vais jusqu'au bout de l'arrêt maladie et quand l'arrêt maladie est terminé, si je suis en activité partielle, je passe en activité partielle. Alors, pourtant, le fait d'être obligé de garder ses enfants n'a pas de rapport aux difficultés de l'entreprise, on est bien d'accord. Comment expliquer que l'on ne respecterait pas notre CCN? Alors, c'est pas tant un non-respect de la convention collective. Alors, on est bien d'accord que l'obligation de garder les enfants n'a pas de rapport avec la difficulté de l'entreprise. Ça, on est tout à fait d'accord. Euh, L'explication, encore une fois, c'est celle de l'égalité ou l'inégalité de traitement. Attention, je n'ai pas dit que les arrêts pour garde d'enfants n'ouvrent jamais droit à maintien de salaire à 100%. Je précise, si le salarié, de par ses fonctions, n'aurait pas été en activité partielle totale et qu'il est en arrêt garde d'enfants, il aura son maintien de salaire conformément à la convention collective. Ça, c'est très clair. Là, on parle bien des cas où ce salarié, s'il n'avait pas été en garde d'enfants, aurait été en chômage en activité partielle totale. Il aurait eu 0 heure de travail et donc il aurait été indemnisé à hauteur de 70% et non 100%. Et donc, il y a la jurisprudence de 87 qui dit que dans ces cas-là, il peut y avoir inégalité de traitement entre salariés, c'est-à-dire que celui qui est en arrêt maladie ne peut pas percevoir plus, quoi que dise sa convention collective, que s'il avait été mis en activité partielle comme les autres. C'est bien ça hein, le problème aujourd'hui. Parce que sinon, demain, concrètement, si on dit que dans tous les cas, il aurait 100%, concrètement, demain, l'intérêt de tous les salariés, c'est de se mettre en maladie, que ce soit pour garde d'enfants ou maladie classique. Hein. Et là, il n'y a plus d'activité partielle, mais par contre, il y aura 50% de la rémunération de vos salariés à votre charge. Donc il y a ça comme enjeu aussi derrière pour lequel il faut avoir conscience. Alors, alors pour le maintien à 100%, là, je reviens à l'activité partielle. En cas de maintien de salaire à 100%, rien ne vous y oblige à le faire pendant 2, 3, 4 mois. Alors, je dis 4 mois, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hein. Excusez-moi pour les 4 mois, je ne suis pas là pour vous faire peur, on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Mais vous pouvez tout à fait décider de faire 100% au mois de mars, et puis après de voir au mois d'avril, là par contre on ne peut plus. Ou à l'inverse, ou même pareil, de faire 100% en mars et avril, et si ça doit se poursuivre au mois de mai, de dire là par contre, nous ne pouvons plus. Il n'y a rien qui va vous obliger tous les mois à faire du 100%. Par contre, pour éviter tout risque de faire de cela un usage, on peut vous conseiller dans ce cas-là d'annexer au bulletin de paye une note que malgré l'activité partielle, vous avez pris la décision exceptionnellement au cours de ce mois-ci de maintenir la rémunération à 100%. Voilà. Ça vous laisse ensuite la possibilité je vois la possibilité de revenir sur cette décision au mois d'avril. Alors, je vois là une question où, sur le site Amélie, l'arrêt garde d'enfants, a priori, pourrait être jusqu'à 21 jours. Alors, pourquoi pas? Moi, il me semblait que c'était 14 jours renouvelables. Attention à ne pas vous tromper d'arrêt parce qu'il y a plusieurs arrêts nouveaux qui sont apparus dernièrement. Hein, il y a des arrêts pour mise à l'isolement, il y a des arrêts effectivement garde d'enfants. Donc il faut surtout pas se tromper. Je vais vérifier vite fait. Donc pour les salariés parents, moi je vois toujours sur le site d'Amélie pour les salariés parents 1 à 14 jours. Bon, après si c'est, mais en tout cas c'est de toute façon renouvelable. Alors, point suivant. Ensuite, c'était alors on a là
Également, on a eu la garantie par nos organismes de prévoyance que les garanties prévoyance, justement, continuent à fonctionner. C'est important durant cette période. Ça veut dire que si vous avez des salariés qui, dès lors qu'ils, et ça risque d'arriver beaucoup du coup cette année, puisque l'année, on n'en est finalement qu'à fin mars, tous les arrêts qui vont être indemnisés aujourd'hui sont bien pris en compte dans les 90 jours de maintien de salaire par l'employeur, au titre de la maladie, qu'il s'agisse de mise à l'isolement ou de garde d'enfants. Ça veut dire que s'il y a dépassement des 90 jours d'arrêt maladie pour l'animation, 30 ou 60 jours pour les FJT, ça dépend ensuite des conventions collectives, les garanties prévues par les conventions collectives pour la prévoyance prendront bien effet. On ne va pas isoler ces arrêts-là. Donc c'est bien, hein, c'est la question qu'il y a à l'instant, c'est bien comptabilisé avec les compteurs maladie. Ça fait partie des 90 jours de maintien de salaire si vous êtes de l'animation, et au-delà, on passe au régime de prévoyance. Alors, je reviens pour à nouveau. Alors, je garde quelques questions pour la fin, les ultimes questions diverses. Un point qu'on a également souvent, c'est concerne le droit de retrait. Et c'est une question qui revient de plus en plus souvent, bien évidemment. Alors, je ne parle pas là des salariés qui sont en télétravail. Dès lors qu'ils peuvent exercer en télétravail, il n'est plus question de fait de droit de retrait, mais des salariés qui seraient encore amenés à se déplacer dans les locaux. Alors, je rappelle déjà que pour ceux qui se déplacent, hein, n'oubliez pas, vous, employeur, vous devez leur fournir leur attestation de déplacement professionnel. Ça, c'est une obligation pour vous, employeur. Vous pouvez être contrôlé, surtout le salarié, prendre une amende. Donc, vous devez bien lui établir, là, on vous renvoie, je crois, les liens sur notre site internet. Hein, le salarié qui doit être amené à se déplacer, vous devez lui remettre une attestation dérogatoire de déplacement pour motif professionnel qui doit indiquer notamment, enfin c'est écrit dessus, hein, que ce qu'il fait ne peut pas être en télétravail et que ça ne peut pas être différé. Et dans le cas du droit de retrait, ce qu'on va surtout vérifier, c'est est-ce que les conditions d'hygiène et de sécurité avec aujourd'hui les conditions qu'on connaît de risque épidémique sont bien mises en place dans l'entreprise, dans l'association. Donc ça, c'est très important. Un salarié qui aujourd'hui estime que vous n'avez pas mis en place les mesures prévues par le gouvernement, donc on vous renvoie là aussi à nouveau clairement vers notre site ou sur un des liens, on renvoie aux informations générales du gouvernement qui lui-même dit quelles mesures doivent être mises en place dans les entreprises. Donc ça, il faut absolument le mettre en place. Dès lors que vous le mettez en place, le salarié en principe ne peut plus invoquer le droit de retrait. Si par contre ce n'est pas mis en place, il y a de gel nulle part par exemple, il y a, vous devez mettre à disposition des mouchoirs, vous ne faites pas respecter les règles de distanciation sociale, les réunions, vous continuez à en faire des réunions avec 40 personnes, j'extrapole hein, volontairement bien évidemment, mais si un salarié, s'il estime que vous n'avez pas mis en place les mesures prônées par le gouvernement, il pourrait faire jouer son droit de retrait. Donc ça aussi, c'est très important. Et je rappelle, au-delà du droit de retrait, ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'un salarié qui présente une pathologie à risque, comme l'a indiqué le gouvernement, vous avez l'obligation, lui par contre, c'est soit du télétravail, soit il est en arrêt maladie. Important également à rappeler, je vous invite vraiment à aller voir alors pas les injonctions, mais les conseils, tout ce que donne le gouvernement il y a une partie questions-réponses qu'il a faite, c'est justement la position à tenir pour l'employeur au cas où un salarié, ou si demain, malheureusement, vous apprenez qu'un salarié a été contaminé par le virus. Là aussi, je parle bien dans les locaux. Je ne parle pas à son domicile, en télétravail, ça c'est autre chose. Mais dans les locaux, il y a tout un tas de précautions dès lors que vous apprenez qu'un cas de Covid-19 a été avéré. Vous avez un tas d'obligations à respecter en interne vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de pour désinfecter les locaux. Donc là aussi, je vous invite clairement à aller voir ces documents pour que vous puissiez mettre en place ces actions. Euh, alors, je ne vais pas revenir, là je vois les questions, il y a à nouveau la question sur les gardes d'enfants, qu'est-ce qui doit primer, est-ce qu'il y a une nouvelle jurisprudence? Moi,
on se base, hein, tout notre énoncé, notre raisonnement est dans notre question-réponse. Donc ça, vous l'avez sur notre site. Hein, c'est ce que j'ai rappelé tout à l'heure. On a rappelé complètement notre position en exprimant nos doutes par rapport à la jurisprudence, par rapport à la position d'une circulaire de 2013 et le fait que on attend des éclaircissements. On s'excuse hein, pour parfois, effectivement, on n'a pas réponse à toutes les questions. On se démène pour les avoir, mais parfois on n'arrive pas à les avoir et on s'en excuse. Oui, vous pouvez fournir aujourd'hui le matériel de télétravail par livraison, c'est possible. Tous les services de livraison ne sont pas fermés. Donc, il est possible effectivement de prévoir de livrer le matériel pouvant servir au télétravail. Alors, donc, le salarié qui est protégé, on l'a vu tout à l'heure, hein, il peut refuser la mise en activité partielle. Alors, sur les stagiaires, ça c'est une question. Alors, les stagiaires et les contrats aidés, on va voir ça. Alors, sur les contrats aidés, ils sont ouverts à l'activité partielle. Il n'y a rien dans la loi qui dit les contrats aidés n'ont pas droit à l'activité partielle. Par contre, pour certains emplois, vous risquez d'avoir un refus puisque ce sont les mêmes sources de financement. Notamment pour les contrats, on a eu ça comme qui nous est arrivé parmi les questions, parmi les réponses, notamment pour les parcours emploi compétences. Ce sont les mêmes financeurs. Donc, vous risquez d'avoir un refus d'activité partielle puisqu'on vous dira on n'a pas indemnisé alors que vous êtes déjà indemnisé par ailleurs sur nos fonds. Donc, mais ça veut dire aussi que euh, même s'il y a une activité partielle et que son salaire est réduit à 70%, vous continuerez à percevoir a priori une indemnisation sur ces emplois-là. Pour les CEI, CAE, oui également, et les apprentis, ils sont éligibles à l'activité partielle. Je vous invite à aller voir pour les apprentis, hein, il y a un question-réponse spécifique qui a été fait, notamment qui peut servir beaucoup les organismes de formation parmi vous pour voir tout ce qu'il est possible. Hein. Les organismes de formation, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés pour vous, puisque vous ne pouvez plus assurer les formations en visuel. On est bien conscient, on a toutes les questions que vous avez, on essaye de faire au mieux là aussi pour résoudre les situations. Mais d'un autre côté, on sait que les directs vous imposent de développer vos outils, de mettre en place les formations par visioconférence pour limiter le recours à l'activité partielle. Alors oui, pour les professeurs animateurs techniciens, une heure de cours non réalisée correspond à 1,46 heures de préparation, enfin, correspond en tout à 1,46 heures de préparation si l'on y inclut effectivement les heures de préparation. Pendant les vacances scolaires, question intéressante, pour les professeurs animateurs techniciens, oui, pour nous, on est sur la même logique. Vous pourriez les déclarer en activité partielle pendant les vacances scolaires. C'est tout à fait possible. Concrètement, ils ne vont pas faire de préparation pendant les vacances scolaires. Après, il y a plusieurs solutions. On a pu discuter avec une association qui, elle, va exceptionnellement, s'est mis d'accord, a fait les avenants avec certains salariés, qui va continuer ses activités pendant les vacances. Alors, bien sûr, il sera rémunéré, mais ça permet aussi de s'assurer du suivi du programme qui avait pu être convenu, de ne pas avoir à rembourser l'adhérent. Bien sûr, si l'adhérent est d'accord, évidemment. Voilà. Parmi les motivations, quand on avait pu discuter avec cette structure, il y avait notamment le fait, vu que pendant les congés scolaires, ils vont sûrement malheureusement être confinés chez eux, voilà, nous, ça nous permettait au moins, avec ces adhérents-là, de continuer à leur permettre d'avoir des activités. Et donc, voilà, on s'est mis d'accord avec les salariés qui, eux aussi, de toute façon, seront confinés chez eux. Ça nous permet de ne pas avoir de surcoût plus tard, d'éviter le chômage partiel, etc. Donc ça peut faire partie des points en interne qui peuvent être réfléchis. Mais sur le principe, oui, pendant les congés, vous pouvez les mettre en activité partielle. Pour les stagiaires, là, il faut voir. Est-ce que si on est un stagiaire de type étudiant, là, il faut voir la convention avec l'université, par exemple, qui aurait pu être signée pour voir les incidences et l'éventuel report. Pour les stagiaires de la formation professionnelle, souvent, alors il y a un document qui est passé, je ne l'ai plus tout à fait en tête, on en voit énormément passer, hein, je suis désolé. Il me semble que les stagiaires de la formation professionnelle, tout va dépendre effectivement par rapport à l'organisme de formation.
Si l'activité peut être poursuivie, il ne sera pas en activité partielle, ou alors s'il peut l'être, ça, on essaiera d'être plus clair dans nos publications. Alors, l'indemnisation de ceux qui ont été mis en télétravail et qui utilisent leur matériel personnel, oui, on peut prévoir une indemnisation. On va vous renvoyer aux règles URSSAF. Alors, dans la loi, il n'y a rien qui est prévu. Il faut savoir que le Code du travail ne prévoit aucune indemnisation. Euh, il peut y avoir aucune indemnisation. Enfin, pardon, la loi ne prévoit aucune indemnisation. Par contre, il y a un ANI qui en prévoit une. Il n'est pas impossible, interdit de le prévoir. Après, un salarié pourrait le réclamer. Pour être honnête, en droit du travail, un salarié pourrait vous dire: vous m'avez imposé le télétravail. Alors, c'est pas de votre faute, on en est bien conscient. C'est pas vous qui avez décidé, alors que vous aviez tous les éléments. Ce sont au contraire les événements qui vous conduisent à lui imposer le télétravail. Mais il peut éventuellement le réclamer. Après, c'est une question de bon sens. Est-ce que des salariés vous le réclameront, ne vous le réclameront pas? Mais en droit, il y a eu des jurisprudences, effectivement, où lorsque l'employeur imposait, mais on n'était pas du tout dans le même contexte dans lequel on est aujourd'hui, où lorsque les employeurs imposaient le télétravail, ils devaient indemniser le salarié à ce niveau-là. Il y a des règles URSSAF en la matière parce que ça peut être en revanche exonéré de charges. Hein. C'est l'indemnisation pour le télétravail peut être considérée pour vous et être exonéré de charges. Donc à voir, on va essayer d'être plus précis là-dessus dans les prochains jours, prochaines semaines. Euh, oui, pendant l'activité partielle, il n'y a pas d'acquisition RTT. C'est comme on l'a vu tout à l'heure, pendant l'activité partielle, on indemnise sur 35 heures et pas au-delà. Et de fait, même celui qui a 39 heures et qui acquiert 24 RTT n'acquiert pas de RTT pendant l'activité partielle. À voir après, si ça ne dure qu'une ou 2 semaines, concrètement, ça n'impactera pas beaucoup ses droits à jouer RTT. Mais maintenant, si ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça peut effectivement avoir un impact. Et concernant les services civiques, alors sur les services civiques, c'est pareil, je ne me souviens plus, je ne l'ai plus en tête. Par contre, je crois que vous avez les informations sur le site Association des services civiques. Sur le site de l'ASC, vous devez pouvoir normalement trouver les réponses. Je crois qu'il est prévu dedans un report des conventions. Je ne me souviens plus exactement, mais je sais que si vous allez pardon, sur le site ASC, pour ceux qui ont des services civiques, vous trouverez réponse normalement à vos questions. Alors, on arrive à 16h30. 16h27. S'il y a une ou deux dernières questions, on essaye vraiment de faire au mieux. Pour ceux qui ont des auto-entrepreneurs, on a fait une réponse. Alors là, je vois quelqu'un qui répond d'ailleurs à la question des services civiques. Donc, ils sont bien maintenus, mais il y a des avenants à faire signer. Voilà. Donc, c'est ce que on nous envoie l'un de vous en réponse. Je vous remercie. Donc, d'aller voir, je pense que vous aurez la réponse sur les ASC. Mais donc là, ce qu'on nous dit, hein, c'est qu'ils sont bien maintenus, mais des avenants à faire signer. Alors, pour les CD2I, on ne peut que l'indemniser sur 35 heures. Oui, s'il fait des semaines à 38 heures, même sur 32 semaines, effectivement, l'indemnisation ne porterait que sur 35 heures. C'est en ce sens que sont prévues les circulaires. Euh, voilà, donc je vous propose d'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça vous a été utile. On fait tout ce qui est en notre possibilité pour vous renseigner au mieux en temps réel. Vous vous doutez bien que l'on a énormément de questions qui nous arrivent sur le service juridique. Nous sommes tous aussi en télétravail hein, au CNEA, donc on essaye nous-mêmes de s'organiser au mieux entre juristes, avec la direction, avec tous nos services. Je vous souhaite bon courage. Pensez bien, et puis pour vous, pour vos proches, dans cette période compliquée, nous le savons. N'hésitez pas, encore une fois, je ne dis pas ne nous posez pas de questions sur le service juridique, on est là pour ça, donc je ne vais pas vous dire de ne pas les poser, mais n'hésitez pas vraiment à relire à lire ou relire tous les documents que l'on met à votre disposition.
nombre de questions que vous nous posez figurent sur ces documents. Hein. Alors après, il peut y avoir des soucis de compréhension, hein, c'est complexe, donc n'hésitez pas, mais vous avez parfois la réponse. Et sur les ordonnances qui sont parues hier et qui vont encore paraître jusqu'à demain, nous espérons lundi ou mardi au plus tard de la semaine prochaine, nous espérons pouvoir mettre à jour tous les documents pour vous aider au mieux. Normalement, l'outil pour vous aider, l'outil pour vous aider normalement à établir votre demande d'activité partielle. On espère pouvoir vous le mettre à disposition cet après-midi. Donc ça, je pense que ce sera un outil qui vous sera très utile. Donc n'hésitez pas à aller le consulter dès que vous le recevez.